Audio Jungle. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Merci d'être notre compagnie pour cet autre rendez-vous sur RTI 1 au niveau des matinales. On est très heureux. En ce 14 mars, ça va vous? Oui, ça va très bien. Alors, on dit quoi? Qu'est-ce qu'on a dans notre besace ce matin? Vous le savez, hein, les téléspectateurs également le savent. Matin Bonheur, ce sont des informations, des sujets qui vous concernent. Et ce mercredi, vous le savez, tous les mercredis, on parle d'un sujet qui concerne la famille. Et aujourd'hui, on parlera de la famille, bien évidemment. Peut-on vivre sans famille? Ça sera dans la dernière partie de votre émission. Mais avant, on va recevoir Madame Inao Zappé, avec qui on parlera français, sans oublier vos différentes rubriques et également celle-là qui vous permet de découvrir d'autres paysages, d'autres pays, qui nous emmènent tout de suite à Londres. Allons à la découverte de Londres. Retour sur le plateau de ces matinales. On a commencé comme ça avec cette belle photographie, hein, on va dire ça comme ça, de London, Londres, si vous voulez, l'une des villes les plus attrayantes, les plus belles du monde. Do you want to go to London? Of one course. day? Are you ready to go? Of course. Okay. I want to go to London for my with me, I holidays. hope. J'espère avec moi. Of course. Yes, With you. of course. Allez, on va poursuivre donc notre conducteur. On rappelle, hein, mesdames et messieurs, qu'il y aura une belle surprise tout au long de cette émission. Une belle surprise. On ne va pas dire le nom, on ne va pas dire le contexte, mais restez avec nous jusqu'à 7h30. On aura donc à recevoir quelqu'un de magnifique. Aujourd'hui, c'est le 14 mars. Oui, nous fêtons les... Mathilda. Mathilde. Vous connaissez une Mathilde? Mathilda, oui, oui. Et puis il y a une chanson de Ronald Rubinel, un grand zouk pour ceux de ma génération. Ça s'appelle Tilda. C'est un magnifique son. Et ça nous fait penser à toutes les Mathildes. Les Mathildes sont belles. Elles sont réputées pour leur forte personnalité, leur fermeté, douce et sans appel. Leur volonté d'indépendance s'affirme dès l'enfance et elles savent séduire. Croyez-moi. Ces personnages ont par ailleurs un sens particulièrement développé du clan, de l'amitié, de la fidélité. Et puis les prénoms dérivés, on a Mathilde, Mathilda, Mathie et Mathie. Voilà. Vous connaissez des Mathildes, vous? Oui, une Ah bon? Mathilde, une petite que j'apprécie beaucoup, hein, qui me demande beaucoup de conseils. Elle est jeune, hein, elle est en classe de première et elle prépare le bac. Bonne chance, Mathilde. En candidate libre? Oui. En première? Ah. Oui. Elle est très, très intelligente et c'est sûr qu'elle aura le bac. Bonne chance, Tilda. C'est comme ça qu'on les appelle, hein, Tilda. Tilda. Tilda, C'est mignon. Ça fait joli. Allez, aujourd'hui, Nessie, Et aujourd'hui, c'est la journée des... Matheux.
Voilà, donc la journée consacrée au nombre pi. Vous vous en souvenez à l'école? 3,14. Et vous êtes un bon élève, vous. Donc aujourd'hui, c'est la journée consacrée au nombre pi et donne l'occasion aux matheux de tout horizon et aux autres amoureux des sciences de déclarer leur amour au nombre pi. Comme on le sait, ou peut-être pas, le nombre pi représente le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre. On l'enseigne généralement 3,14, comme Marco l'a dit, comme valeur approchée de pi, et c'est souvent suffisant pour les calculs. La journée pi donne lieu à quelques célébrations dans les départements spécialisés d'universités du monde entier. Donc l'université américaine de Princeton a quant à elle carrément organisé un week-end spécialement consacré au nombre pi. Vous imaginez un week-end consacré au nombre pi? Tout est calcul, un week-end nombre. Forcément matheux ou avec tous les scientifiques. Mais c'est très bien ici parce que quand on a une très bonne intelligence, qu'on est fort en maths, il ne reste plus qu'à être fort en physique et en sport. En sport. Et comme ça, on est complet. La preuve, la gym sur RT1. Maths et mon heure, c'est parti. Bonjour Nessie, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission de sport. Alors, on va continuer sur notre lancée de Strong by Zumba. On va faire des petits échauffements et on va partir sur notre premier cadran. Alors, petit échauffement, on va commencer par les bras en haut, n'est-ce pas? On monte et on redescend. On va rajouter les jambes, ouvre, ramène, on change. Donc ici, on a la version la plus simple possible du jumping jack. Une dernière de chaque côté. Et là, on va partir pour des vrais jumping jacks. Trois, 2, 1. Excellent. On va garder les jambes un peu plus larges que la largeur des hanches, les orteils vers l'extérieur. On va partir pour nos squats. On descend, on reste et on garde pour 5, 4, 3, 2, 1. On remonte. Encore une fois, on redescend. On reste pour 5, 4, 3, 2, 1. On remonte. Et notre dernière, on descend. On reste pour 5, 4, 3, 2 et 1. Excellent. Alors, si vous êtes prêts, on est parti. On marche tout doucement. Et c'est parti. Jumping jacks, l'autre côté. Jack, rotation du haut du corps, on garde les coudes en haut. On reste, 3, on change et on reprend. Hop, squat, fente arrière, encore, squat, jack, jack, rotation, let's go. Et on reste droite. On change. On court. Ouvre, ferme. Ouvre, ferme. Et on avance. Recule. Et on repart. Hop. Arrière. Jack. Encore. Jack. Rotation. On descend un tout petit peu plus sur nos jambes. On reste. Change. Encore une fois, squat. Jack. L'autre côté. Jack. Rotation.
change. Jambes, on ouvre, on ferme. On avance. Recule. Excellent. Merci tout le monde. Merci d'avoir été avec nous. N'hésitez surtout pas à repartir voir les vidéos pour apprendre les chorégraphies. Je vous souhaite une agréable journée et on se dit à la prochaine. Coach Kadi, il y a toujours d'attaque. Hein? Toujours d'attaque. Et la fermeté de son corps fait rêver. Ça donne envie de faire du sport. Et Marco, je m'y suis mise et c'est sûr que vous allez me suivre. La fermeté de son corps. Ben oui, vous voyez là, encore ferme. Ben oui, encore bien ferme. Vous voyez, ses muscles sont bien développés. Ah ça bon? se voit que, bah oui, ça se voit qu'elle n'a même pas de graisse. Hein. Bah oui, c'est important d'avoir un corps bien ferme, des muscles bien développés. Et ça passe bien sûr par la gym. Et heureusement que vous avez Matin Bonheur tous les matins pour vous permettre de connaître les mouvements qu'il faut afin de raffermir les parties de votre corps qui vous sied. Alors, et n'oubliez pas, Anne, ici, qu'il y a des gens qui nous regardent et qui font le sport à 6 heures. C'est devenu un réflexe pour un bon nombre de personnes qui nous regardent à travers le monde, en Côte d'Ivoire, partout dans le monde, et à 6 heures. Réflexe, donc, quel que soit le coach, que ce soit le coach Kadi ou le coach Fabio, il y a toujours des personnes qui nous regardent. Et merci en tout cas de nous proposer aussi des thèmes, tout ça. Ça fait plaisir de voir que nous formons une communauté, justement. Vous pouvez aller donc sur tous nos démembrements au niveau des réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, nous laisser des messages. Et puis chaque fois qu'on a une idée, des suggestions comme ça, ça nous permet de nous améliorer parce que nous travaillons pour vous. On ne le dira jamais assez. Et Marco, hein, et puis c'est vrai qu'il y a la rediffusion à partir de 14h20, 25, mais également il y a la possibilité de revoir ce programme-là sur YouTube. Sur le en compte... intégralité. Effectivement. En intégralité, parce que la rediffusion montre une partie, c'est un résumé. Donc il faut regarder un peu l'émission totalement. Vraiment, faites-nous ce plaisir-là. Et puis voilà, quoi, ça vous permettra donc de nous donner des suggestions et puis de nous envoyer aussi des idées parce qu'on en a besoin. Je le disais tout à l'heure, nous formons une communauté. Alors, tous les 14 mars, la communauté internationale célèbre la Journée nationale des personnes handicapées. Une occasion de nous rappeler cette frange, de la population et faire le bilan de la situation réelle du nombre important de citoyens handicapés que compte le monde. Par ailleurs, c'est l'occasion idéale donc de réaffirmer certains principes de base qui sont trop souvent oubliés, tels que le respect et la dignité due à chaque personne, valide ou non, ce qui implique la reconnaissance de droits fondamentaux comme l'éducation, l'accès au travail ainsi qu'à un revenu pour les personnes lourdement handicapées et dont les parents ont la charge. Ici, c'est important. Hein. Dans les endroits publics, dans les transports en commun, il faut avoir cette attitude-là respectueuse envers les personnes handicapées parce que chaque homme est un handicapé en puissance. Effectivement, donc on l'a vu avec l'accident qui a eu lieu ici en Côte d'Ivoire, des étudiants d'un collège privé, d'une université privée qui ont eu un accident. Il y en a qui se sont retrouvés handicapés par la force des choses. Ça n'a pas été prévu, ce sont des choses qui arrivent. Donc il ne faudrait pas négliger la personne handicapée parce qu'on ne le sait jamais. On ne vous le souhaite pas, mais bon, ce sont des choses qui peuvent arriver. Voilà. Et puis, de plus en plus, il y a une loi, hein, je pense, et puis il y a eu beaucoup d'efforts, ça il faut le reconnaître, beaucoup d'efforts qui ont été consentis par le gouvernement pour l'insertion des personnes handicapées au niveau de la fonction publique. Et vraiment ça, c'est à mettre à l'actif. Hein. Ça montre quand même qu'en Côte d'Ivoire, des choses sont faites dans le sens de l'amélioration des personnes handicapées. Alors, tout à l'heure, aux alentours de 7 h dans Matin Bonheur, on aura le plaisir d'avoir notre Bernadette Assou-Nguessan nationale. Donc, c'est notre spécialiste psychologie et avec qui nous allons parler famille. Aujourd'hui, c'est un thème assez intéressant, à l'instar de tous les autres thèmes d'ailleurs. Effectivement, donc avec les différentes obligations, la vie qui va très très vite, il y en a qui ont tendance à vivre seuls.
hein, avec tous les problèmes qu'on rencontre, ils ont tendance à vivre seuls. Mais est-ce que c'est possible de vivre sans famille, de vivre tout seul? On en parlera avec elle. Elle nous donnera son avis de psychologue et de toutes les conséquences qui vont avec. Marco, on aura également notre professeure de français. Elle sera avec nous. On l'aura pas, on l'a maintenant. On l'a maintenant. Elle va venir. Voilà. Avec elle aujourd'hui, nous allons parler donc, comme d'habitude, de nombreux thèmes. On va parler donc de français, on va parler français, on va parler de français, on va parler d'expressions auxquelles il faut faire attention. Vous avez la liste des expressions Bien ici? sûr. Bon appétit, au fin de, je connais la vérité, s'entraider mutuellement. Pour terminer enfin, ce sont des mots, des phrases qu'on entend. On entend très souvent. Et on est très, très chanceux. En plus de ce qu'il y a sur le conducteur, elle nous donne des petits bonus. Voilà, comme on dit chez nous, des goissous, quoi. Des goissous, est-ce que c'est dans le dictionnaire? Non, goissous. je dis comme on le dit chez nous. Goissous, est-ce que c'est reconnu par l'Académie française? Bonjour, des bonus, Marco. Vous allez bien? Bonjour, le madame. Goissous, c'est reconnu? C'est un ajout. Hein. Mais est-ce que ça fait bien comme ça d'ajouter des mots de notre patois dans le français? Est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que vous en pensez? Feu Amadou Kourouna l'a essayé en essayant de franciser le malinqué. Lorsque, par exemple, dans son œuvre Les Soleils des Indépendances, il nous disait Fama est fini. Seulement pour sous-entendre que Fama est mort. Puisqu'en malinqué, on dira Abana. Ce qui sous-entend, il est fini. Or, en réalité, c'est pour exprimer l'idée selon laquelle la personne est décédée. Et donc, ce n'est pas mauvais de pouvoir baoulétiser le français. Mais vous connaissez cette expression-là, ce mot baoulé, goissou. Elle est typiquement ivoirienne. Quand on dit ça, il y a ceci de fabuleux, de magnifique, qu'à travers un mot, on se retrouve déjà dans un contexte, dans un pays. Ça fait super plaisir, quoi. Il y a beaucoup de mots comme ça. Il y a Guassou. Ça, oui, ça fait plaisir. Quand on se voit, par exemple, dans les colloques ou bien dans les séminaires au niveau international et qu'il y a d'autres délégations qui parlent français, on a ce petit quelque chose-là. Et c'est ça qui fait la beauté. Il y a deux petits mots qui veulent dire beaucoup de choses. Le akwaba et le yako. Yako. Il n'y a pas sa signification en français. Même les condoléances ne sont pas pareilles que le yako. Le yako, c'est un mot qui guérit, qui apaise. Un stimulant, effectivement. Et ça montre toute la douceur. Dans toutes les ethnies, nous avons ces petits mots-là. Fota Amana, ou du bon arrivé, par exemple, au nord. Par exemple, on dirait j'ai eu assez. Assez, effectivement. Et en même temps, qui sous-entend le yako comme celui-là. On est avec quelqu'un qui a perdu une personne qui lui est chère, on pourra lui dire assez. Après ce prélude, mesdames, nous allons parler maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet avec Madame Inao dans le cadre de la rubrique Parlons français. Bon appétit, on commence par cette expression. Bien. Bon appétit, une expression qu'on aime communément utiliser, surtout au niveau de la nourriture. Mais il faut faire attention, cette expression, nous l'employons de façon abusive. Nous trouvons un groupe d'amis en train de manger. Généralement, on a le réflexe de leur dire bon appétit. C'est une expression qui, normalement, doit arriver avant que le repas ne soit pris. Voilà, c'est un souhait qu'on exprime à des gens qui veulent se mettre à table et non pendant qu'ils sont à table. Pendant qu'ils sont à table, ce qu'on doit leur dire, c'est bonne dégustation, puisqu'ils sont en train de manger. L'appétit, qu'est-ce que c'est? C'est un désir de satisfaire quelque chose, un besoin ou encore une envie. Ce qui nous donne envie de manger. Voilà. Pendant qu'on est en train de manger, c'est parce qu'on a déjà eu cette envie-là que nous mangeons. Donc, il faudrait dire bonne dégustation. Quand ce n'est pas servi, oui. Quand ce n'est pas servi, bon appétit. Bon appétit. Une fois que c'est servi, bonne dégustation, une fois qu'on est en train de manger. Et puis, je profite en même temps de cette antenne pour dire qu'au niveau de l'appétit, nous avons un synonyme. Ce n'est pas seulement souhaiter l'appétit, il y a aussi l'appétence, qui est le synonyme, oui. Une appétence, c'est le synonyme de l'appétit. Donc, bonne appétence. Oui. Ah bon? Oui. Et ça signifie la même chose? Oui, c'est la même chose. L'appétit, c'est aussi une appétence. Donc, une envie de manger, une envie de faire quelque chose.
Et puis, il faut faire attention. Quand on dit bon appétit, ce n'est pas seulement dans le contexte de la nourriture. Hein. L'appétit, on peut l'exprimer ailleurs. On peut avoir un appétit sexuel, par exemple. On peut avoir un appétit des études. Au niveau de l'appétit des études, on pourra dire mettre quelqu'un en appétit. Mettre quelqu'un en appétit, c'est lui donner l'envie de faire quelque chose. Donc, je vais prendre un exemple. J'ai une élève qui communément aime beaucoup étudier et son amie la regarde et lui dira « Lorsque je regarde cette jeune fille, l'entrain qu'elle a à étudier me met en appétit, me donne envie de faire pareil. » Et on peut remplacer dans cette phrase-là par appétence? Oui. L'appétence, mais pas dans le même contexte. L'appétence, c'est avoir l'appétit. D'accord. L'autre, c'est donner l'envie de faire. Donc, deux expressions différentes. D'accord. En tout cas, bon appétit à tous ceux qui nous regardent. On espère qu'on donne l'envie d'aimer le français et toutes ces expressions. Mais si la suite, s'il vous plaît. Et Au fin de. au fin de, Une expression. Au fin de. Qui est si vous remarquez bonne ou pas? l'orthographe, Oui. il n'y a pas de X, il n'y a pas de S à fin. Donc de X à O, il n'y a pas de S à fin. L'utiliser de cette façon n'est pas correct. Au fin de est pluriel, puisque au fin de, c'est le pluriel de afin de. Mais attention, lequel des afin? Afin avec la préposition à et la fin, c'est-à-dire la terminaison de quelque chose associée à la préposition de. Donc l'expression c'est afin de. Et son pluriel c'est au fin de, au pluriel. Qui nous renvoie au but. Qui a la même connotation que afin de où nous avons l'adverbe afin, en un seul mot, et de la préposition. Mais comment faire la différence entre ces deux au niveau de l'emploi, au niveau de l'utilisation orale? Il faudrait pour afin de, qui contient la préposition à et fin, ensuite la préposition de, juste après cette locution prépositive, nous avons un nom. Et au niveau de afin de, c'est-à-dire l'adverbe plus la préposition, nous avons la possibilité d'avoir un verbe. Je vais prendre un exemple. Afin de réussite, elle se donne ardemment au travail. Dans l'objectif de réussir, donc, elle se donne au travail. Donc, afin de réussir. Maintenant, quand on prend le deuxième afin, on dira afin de pouvoir réussir, elle se donne au travail. Donc, les deux expressions sont différentes. Il faut faire très attention lorsque nous employons au fin de. C'est vrai que ça exprime le but, mais au fin de, juste après, il faut avoir un nom ou un groupe nominal. Mais un exemple avec au fin. Au fin, bien. Au fin de justifier, au fin, pardon, de recette, elle fait le point chaque fois qu'elle finit ses activités. Okay. Donc, pour pouvoir canaliser ses recettes, chaque fois qu'elle finit ses activités, elle fait le point. Et puis, au niveau de afin, je pourrais dire qu'il faut faire très attention. Le afin de, lorsque vous l'utilisez, en l'employant, lorsque vous utilisez deux F, pardon, donc on a afin avec deux F, ça ne sera pas la même chose que afin avec un seul F. Parce que le afin avec deux F sous-entend un allié. Par exemple, les parents de l'épouse de Marco, sont les affins de Marco. Sont les parents par alliance de Marco. Je les salue au passage. J'espère qu'ils me regardent. Alors, la suite, je connais la vérité. Je connais la vérité. Dites-moi, la vérité, est-ce une personne? Nous n'avons jamais vu la vérité, nous ne l'avons jamais touchée. C'est vrai que c'est une allégorie, mais cette allégorie-là donne la connotation d'un individu de qui on parle. Ici, ce n'est pas connaître la vérité, mais c'est plutôt savoir la vérité. Donc la bonne expression, c'est je sais la vérité, en lieu et place de je connais la vérité. Donc la vérité se sait, elle ne se connaît pas. Voilà, elle se sait, mais elle ne se connaît pas. Donc il serait intéressant de pouvoir redresser cette expression désormais. Je sais la vérité. Je sais la vérité. Voilà, je sais la vérité au lieu de je connais la vérité. Et s'entraider mutuellement. S'entraider mutuellement.
nous sommes là face à un pléonasme. S'entraider, qu'est-ce que c'est? C'est s'aider mutuellement. Donc, associer, s'entraider et mutuellement, nous sommes en plein pléonasme. Il y a un mot qui est de trop, et donc c'est l'adverbe mutuellement qu'il faut supprimer et garder s'entraider. Voilà. D'accord. Pour terminer, enfin. Pour terminer, enfin. Enfin, qu'est-ce qu'enfin sous-entend? Enfin sous-entend la fin d'une chose. Pour terminer, cette expression s'emploie pour marquer la fin d'une chose. Donc, du coup, nous sommes encore en plein pléonasme lorsqu'on parle en utilisant pour terminer, enfin. Hein? Je vais prendre un exemple pour que ce soit plus explicite pour nos téléspectateurs. Cet homme manque de décence. Il est machiavélique. Il n'est pas gentil. Pour finir, il est dangereux. Ou bien, enfin, il est dangereux. Et généralement, le « enfin », pour nos élèves qui nous suivent, il faut faire très attention avec l'utilisation. On utilise le « enfin » généralement quand on a commencé une explication avec « d'abord », vient ensuite, et puis « enfin ». Ces trois expressions-là, ces trois connecteurs riment. Chaque fois qu'on veut l'utiliser, il faut d'abord vérifier si on a employé « d'abord », ensuite « enfin ». Donc, quand on fait un devoir, une dissertation, par exemple, à la conclusion, on peut par commencer par la conclusion. En énonçant les arguments. En énonçant les arguments. Pour le premier argument, on peut utiliser d'abord. Le second argument, on avance avec ensuite. Et puis le dernier argument, nous avons enfin, pour marquer la fin de notre argumentation. Mais pas la fin de toute l'argumentation. La conclusion, il y a d'autres connecteurs pour pouvoir l'amorcer. Merci beaucoup. Je vous en prie, Marco. On va récapituler donc. Bon appétit au fin de « Je connais la vérité », s'entraider mutuellement pour terminer enfin. Merci beaucoup pour vos conseils. Je vous en prie. Et on espère que vous aurez un bon appétit, une bonne appétence tout au long de cette journée. Merci. Alors, Marco, pardon, on ne va pas la laisser partir comme ça. On n'a pas assez de temps, d'accord, parce qu'on a le rapidement. journal dans quelques Hier, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Demain, c'est mercredi et le plus important pour moi, c'est Madame Inao Zappé, avec qui je prends bien note. » Donc, comme quoi, les téléspectateurs vous suivent et prennent bien note. Merci beaucoup. Merci. À mercredi prochain. Je vous en prie. Au pas de course, Cédric Lombardo est avec nous. Avec lui, nous allons parler donc de valorisation des déchets tant organiques, plastiques qu'électroniques. Cédric Lombardo est bien sûr notre spécialiste. Bonjour Cédric. Bonjour Marcelin. Ce sera dans la rubrique écologie. On a un jingle? On y va. Valoriser les déchets organiques. Alors, pour commencer... Alors, écoutez, comme aujourd'hui c'est une chronique au pas de course, on a préparé 3 petits éléments vidéo. Et le premier élément, vous l'avez promis la semaine dernière, c'était l'inauguration d'un projet biogaz à Boaké, qui est le projet Bibou. Donc la première vidéo, ça sera naturellement la valorisation des déchets organiques. Donc la première étape naturellement, c'est de devoir collecter tous nos déchets. Vous avez les déjections animales, vous avez les matières fécales humaines, et puis vous avez d'autres matières vertes que l'on peut récupérer dans les champs, etc. Et tous ces déchets, on va les amener pour les collecter dans ce qu'on appelle un biodigesteur. Donc la matière organique est collectée, elle est amenée vers le biodigesteur qui va produire un gaz en fermentant. Et vous voyez qu'à gauche, vous avez une petite cantine d'école, et le biogaz sera collecté pour aller alimenter le foyer de l'école. Alors à la fin, il nous reste toujours cette boue fertilisante. On va récupérer la boue qui se trouve au fond du biodigesteur et on va maintenant s'en servir pour aller alimenter nos champs. Alors ça n'est pas, on vous a fait une animation parce qu'un biodigesteur c'est quelque chose qui est enterré, mais c'est un projet qui a été inauguré par monsieur le maire Nicolas Djibo à Boaké jeudi dernier, on en avait parlé un petit peu en avant, et il s'agit donc de pouvoir collecter les déchets organiques sur la ville de Boaké pour alimenter les foyers des écoles de Boaké. Donc ça c'est la phase de construction du biodigesteur, vous voyez ce gros trou dans lequel il a été enterré. Là maintenant le bâti en ciment a été construit, le biodigesteur est déjà enfermé à l'intérieur. À gauche, l'espèce de tour verte que vous avez, c'est là où on va mettre les déchets organiques. Et à droite, vous voyez deux petits réceptacles qui sont en verre avec le tuyau en plastique. C'est là où on va collecter maintenant la boue qui se trouve dans le biodigesteur pour faire la phase de fertilisation. Donc là, vous avez la démonstration lors de ce qu'on appelle l'allumage du biogaz. À gauche, on va mettre des déchets organiques. Et à droite, on va pouvoir collecter la matière fertilisante. Et là, maintenant, vous avez le miracle, entre guillemets, la technologie. Voici comment est-ce qu'on va produire ce fameux gaz. On allume le biodigesteur et c'est avec ça maintenant que des écoles à Boaké vont voir leur cantine alimentée.
Fini le gaz naturel qui vient donc des sources de Côte d'Ivoire. On collecte les déchets organiques et on fait du biogaz avec. Alors, je rappelle que la semaine dernière, nous avons vu avec vous les risques environnementaux que pouvaient représenter les décharges à ciel ouvert. Afin de réduire ces risques, donc, nous avons montré des possibilités de valoriser nos déchets urbains grâce à des centres intégrés. Nos déchets verts étaient transformés en électricité. Donc, c'est tout le contexte de votre chronique aujourd'hui. Cela ressemblait un peu à de la science-fiction. Les exemples donnés étaient faits avec des animations de synthèse aussi. Donc, aujourd'hui, nous allons présenter des exemples réels de valorisation des déchets et montrer au monde entier que la Côte d'Ivoire n'est pas en marge. C'est ce que nous avons commencé avec cet élément de Bouaké. Nous allons continuer maintenant par la valorisation des déchets plastiques. Absolument. Donc les déchets plastiques, c'est la deuxième vidéo que nous avons préparée. Et comme vous le savez, les plastiques, c'est un petit peu quelque chose qui nous fatigue tous, tellement ils sont nombreux. Ici, ce que nous avons voulu vous montrer, c'est quelque chose qui existe à Yopougon. Vous voyez que la personne est en train de collecter des déchets plastiques qui sont en train de traîner un petit peu partout. Alors la première étape, naturellement, ça va être de broyer les déchets plastiques, donc de les mettre dans la broyeuse. Et ici, vous vous rendez compte, donc avec ces dents, vous avez cette machine qui va fonctionner, qui va commencer à broyer tous nos déchets plastiques pour leur apporter une forme de valorisation. Et là, vous voyez, quand la broyeuse est en train de tourner, on récupère donc des petites miettes de plastique et c'est cette matière première aujourd'hui qu'il va falloir, qu'il va falloir chauffer. Donc ici, c'est le four qui permettra de faire un mélange de sable et de plastique. Alors la machine était à l'arrêt, donc on n'a pas pu en faire la captation pendant qu'elle tournait. On a essayé d'aménager un tout petit peu les émissions de synthèse. Donc vous allez vous rendre compte qu'on va récupérer justement, une fois que le mélange de plastique et de sable a été collecté, on va le récupérer, on va le mettre dans un moule. Là, vous avez maintenant la phase où justement il faut mouler le déchet. Donc on va mettre tout notre mélange de plastique, de sable à l'intérieur. On va bien le compresser. Et voici donc les dalles qui sont en train de nous produire en ce moment, qui vont permettre donc d'utiliser la pollution pour au contraire paver nos villes. D'accord, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de questions à vous poser concernant cette transformation des plastiques-là. Mais il y a Maïs Sako qui est là pour le JT. On reviendra vers vous juste après elle, mais avant... Du JT, il y aura le JT, mais avant le JT, il y aura la pub et la météo. Et au retour, nous allons discuter avec M. Cédric Lombardo sur la valorisation des déchets électroniques. À tout à l'heure, restez sur Matin Bonheur, ça continue. Du 27 avril au 1er mai 2018, Abidjan devient le hub du tourisme africain avec la 8e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan. Thème, les nouvelles technologies au service du tourisme. Le CITA, c'est plus de 50 000 visiteurs, une vingtaine de pays attendus et de nombreuses rencontres professionnelles. Agences de voyage, compagnies aériennes, office du tourisme, hôtels, tour opérateurs, investisseurs, venez présenter vos offres au monde entier. Inscription www.cita2018.ci 2025 16 02. Un événement Côte d'Ivoire Tourisme. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Tôt le matin, les régions de l'Ouest et du Sud pourraient connaître des pluies localisées avant de faire place à des éclaircies. Partout ailleurs, le temps sera partiellement nuageux et progressivement ensoleillé. Les températures prévues pour la matinée, nous aurons 24 degrés dans les villes d'Abidjan et Adiaké, Bondoukou 25 degrés, Bouaké 25 degrés, il fera 23 degrés à Daloa, Dimbokro 24, Gagnoa 23 degrés, le mercure affichera 25 à Korogo, Mans 22 degrés, Odiéné fera 25 degrés, il fera 26 à San Pedro, Sassandra 25 degrés, Tabou marquera 23 degrés et Yamoussoukro 25 degrés. Le début d'après-midi sera ensoleillé sur l'ensemble du pays, mais en milieu ou en fin de période, on pourrait observer quelques bourgeonnements nuageux qui pourraient occasionner des pluies localisées notamment sur la région du nord-est, à l'ouest et dans les régions forestières. Les régions du littoral pourraient également connaître des pluies localisées en fin de période. Les températures prévues pour l'après-midi, nous aurons 32 degrés à Abidjan, 32 à Adiaké, Bondoukou 35 degrés, 33 degrés sur la ville de Bouaké, Daloa 32, 35 degrés à Dimbokro, 33 degrés à Gagnoa, la ville de Korogo marquera 35, il fera 33 degrés à Mans, Odiéné 35 degrés, 31 degrés sur la ville de San Pedro, Sassandra 32, 32 à Tabou et Yamoussoukro 34 degrés. Très belle matinée à toutes et à tous.
MTN, everywhere you go. Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. À Bangolo, dans l'ouest ivoirien, un jeune homme atteint par balle a perdu la vie. C'était lors d'un ratissage de la gendarmerie à la suite d'une attaque d'hommes armés lundi dernier. Le calme est revenu ce mardi, mais les populations sont restées chez elles. On fait le point avec notre correspondante sur place, Eve Bouy. C'est une ville de Bangolo paralysée qu'il nous a été donné de voir ce mardi 13 mars 2018 dans l'après-midi. Rue vide, commerce, magasins, marchés, établissements scolaires, tout est fermé. Les populations pour la plupart sont terrées chez elles. Quelques habitants témoignent. Le matin, moi je me suis levée, bateau marché, les gens couraient, on ne sait pas il y a quel problème. Nous on est traumatisés, on ne sait pas il y a quoi. Donc nous sommes là. Je ne sais pas ce qui se passe au juste. Voilà la raison pour laquelle je me suis mis à l'abri avec mes parents. Seule présence dans les rues, les forces de défense et de sécurité. Selon les témoignages, dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 mars 2018, un poste de sécurité situé dans le village de Béouézi-Biao aurait été attaqué. Les deux gendarmes en faction dans la riposte auraient atteint mortellement un des assaillants, un jeune, quand un second est grièvement blessé. Le mardi matin, les jeunes du village de Diouzon, dont est originaire le jeune tué, aidés d'autres personnes des villages font mouvement à Bangolo. Ils seront dispersés par la suite par les forces de défense et de sécurité, provoquant ainsi une panique générale dans la ville. Les autorités administratives, politiques et coutumières mènent des sensibilisations et appellent à l'apaisement. Nous voulons donc saisir l'occasion pour inviter la jeunesse, enfin, toute la population du département à l'apaisement et à la cohésion sociale. Donc nous invitons tout le monde à observer la paix, à faire en sorte que Bango puisse revivre. L'appel est donc lancé. Il faut coûte que coûte préserver la paix et la cohésion sociale dans la région du Guémon. 13 mars 2016, 13 mars 2018, 2 ans déjà qu'un attentat terroriste endeuillait des familles. C'était à Grand-Bassam pour la commémoration de cette date anniversaire. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, ainsi que plusieurs membres du gouvernement étaient hier auprès des populations de Grand-Bassam. La lutte contre le terrorisme est une priorité pour la Côte d'Ivoire et pour endiguer la menace, plusieurs actions sont menées par les autorités ivoiriennes, notamment la formation des forces et leurs équipements. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire sera bientôt dotée d'un centre régional de formation antiterroriste, fruit de la coopération militaire avec la France. Ce centre va recevoir les militaires et forces de sécurité de Côte d'Ivoire et aussi de tous les pays africains confrontés au terrorisme. Abou Sanogo. Le dimanche 13 mars 2016, la Côte d'Ivoire faisait face à la première attaque terroriste de son histoire. Pour prévenir les actes de terrorisme, le gouvernement prend des mesures urgentes destinées au renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, des services de renseignement et la surveillance aux frontières. Une stratégie de lutte contre le terrorisme est élaborée. Les différentes unités sont équipées de moyens plus adaptés. La formation des éléments issus de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de l'armée initiée par l'ambassade des États-Unis d'Amérique et qui vise à renforcer leurs capacités opérationnelles. Les États-Unis d'Amérique apportent également leur appui dans le domaine des techniques d'enquête et d'investigation contre le terrorisme. L'assistance américaine est portée sur une nouvelle doctrine d'emploi qu'on appelle la police de proximité. Cette doctrine d'emploi permet à la gendarmerie, à la police, de travailler de concert avec la population pour prévenir toutes sortes de menaces. La Côte d'Ivoire poursuit la formation de ces hommes. Les forces spéciales ivoiriennes et les forces spéciales françaises ont participé à un exercice militaire conjoint dans le traitement d'une prise d'otage par des terroristes. Cette manœuvre avait pour objectif d'apprécier l'interopérabilité des deux forces, ainsi que leur capacité à travailler ensemble dans la gestion d'un incident sécuritaire de grande envergure.
nous avons pu voir toutes les étapes, toutes les phases d'une telle opération. Et je crois que cela a été bien mené par nos hommes avec l'appui des forces françaises. Donc nous sommes satisfaits. Les techniques d'intervention sont assez proches. Et comme on a besoin de beaucoup de monde au moment où il y a des interventions, il faut qu'on puisse être interopérable. Donc c'est important qu'on développe des techniques propres. C'est pour ça qu'on est ensemble. Au regard de la menace terroriste, les forces ivoiriennes sont en veille pour parer à toute éventualité d'attaque. Et pour réduire cette menace, des actions sont menées par les autorités ivoiriennes. Le partage de renseignements entre les États, une stratégie de lutte contre le terrorisme et la préparation des forces qui s'entraînent régulièrement de façon individuelle ou combinée pour tester leur interopérabilité. Et c'est dans ce cadre qu'un centre régional antiterroriste ouvrira ses portes en Côte d'Ivoire, précisément à Jacquesville. C'est dans le cadre des accords de coopération avec la France. Il y a un besoin sur l'ensemble de la région de formation à la lutte antiterrorisme. C'est un besoin régional. Je suis immensément fier que ce soit un projet ivoiro-français et que ce soit la Côte d'Ivoire qui a été choisie pour ce centre. Ce centre va délivrer tout le cursus de formation de lutte antiterroriste, notamment le renseignement, l'intervention et l'enquête. Et il va abriter tous les théâtres d'opération envisageables. Il sera bâti sur un site de 1200 hectares. Le caractère inédit du phénomène nécessite des savoir-faire spéciaux. Des moyens colossaux seront donc mis en œuvre. Les instructeurs seront fournis par la Côte d'Ivoire et la France. Ce centre permettra à nos pays, à nos États, d'avoir une expertise dans le domaine de la lutte contre le terrorisme en donnant la capacité d'anticiper, d'avoir des personnels formés en matière d'abord d'identification des réseaux terroristes, des organisations terroristes, de leur mode de fonctionnement, de leur mode opératoire, de leur mode de financement. Ce centre met en priorité les forces spéciales et toutes les unités spécialisées dans la lutte contre le terrorisme au niveau stratégique, opératif et tactique. L'ouverture est prévue pour septembre 2018. La première phase va consister à accueillir des cadres. Puis la seconde, les premières troupes d'intervention à qui seront dispensées les techniques spécifiques à la lutte antiterroriste. Le ministre de la fonction publique, le général Issa Coulibaly, a procédé hier au lancement officiel des concours administratifs session 2018. Pour cette session, il est prévu 379 concours pour 9 644 postes budgétaires. Au chapitre des innovations, on peut citer entre autres les compositions assistées par ordinateur et l'introduction du numérique dans le processus des concours. Le reportage est signé Grace Kando. Je profite de cette tribune pour clamer haut et fort que les réseaux et autres tuyaux au niveau des concours administratifs, c'est bien fini. Amener les Ivoiriens à sortir de la fraude pour s'inscrire dans la logique du mérite. Message du ministre de la fonction publique lors du lancement des concours administratifs session 2018. Pour une meilleure organisation de ces concours, des réformes sont engagées. L'introduction du numérique dans tout le processus des concours, de l'inscription au traitement des résultats, est l'une des principales innovations qui, à la satisfaction de tous, permet de juguler les comportements répréhensibles qui sont de nature à ternir la notoriété du ministère de la fonction publique. Les inscriptions en ligne s'ouvrent ce mercredi 14 mars pour s'achever le 14 mai prochain sur le site www.fonctionpublique.gouv.ci. Les compositions auront lieu du 8 au 30 septembre dans 11 villes. Il est prévu l'organisation de 379 concours pour 9 644 postes budgétaires. Les résultats seront connus le 30 novembre prochain. Parlons culture avec le Massa 2018. À l'initiative de l'Organisation internationale de la francophonie, un colloque sur la mobilité des artistes en Afrique a eu lieu hier au Palais de la Culture à Trècheville. Au cours de cette rencontre, les promoteurs culturels ont échangé leurs expériences. Le directeur général du Massa a réitéré la volonté de sa structure de favoriser les échanges entre les différents festivals du continent. Issa Chonan Iyo. L'Afrique regorge de nombreux talents sur le plan artistique. Des talents qui ont besoin d'espace pour s'exprimer afin d'assurer leur quotidien. Pourtant,
ils sont confrontés à de sérieux problèmes de mobilité. L'Organisation internationale de la francophonie, OIF, veut remédier à cet état de fait. Elle a organisé un colloque sur la mobilité des artistes en Afrique au marché des arts du spectacle d'Abidjan, Massa. Une rencontre au cours de laquelle des promoteurs culturels ont partagé leurs expériences. Je dispose d'un équipement culturel en privé qui achète du spectacle. Si nous arrivons véritablement en lien avec les communes, avec les mairies, à créer des lieux de diffusion qui peuvent acheter du spectacle, c'est là où nous pouvons véritablement organiser un marché et de la mobilité pour les artistes. Le Massa, dès sa création, avait pour but de permettre aux compagnies du Sud d'avoir des marchés hors du continent, d'où la mise en place à l'époque de la Transafricaine des arts. La donne a changé avec l'évolution du temps, selon le directeur général du Massa. Ce ne sont plus les producteurs qui sont les grands ordonnateurs du marché, c'est plutôt les festivals. Et donc nous avons tout un réseau de connexions de festivals avec lesquels nous travaillons et le Massa s'efforce aujourd'hui de créer un peu le lien entre ces différents réseaux de festivals et entre les festivals tout court. Didier Awadi, artiste sénégalais, a plaidé en tant que promoteur des arts pour que la musique urbaine puisse être prise en compte dans les programmations artistiques du Massa. La 3e édition de la Semaine du consommateur a démarré hier à Abidjan. Cette Semaine du consommateur coïncide avec la première édition des soldes et promos. Cette année, on note beaucoup d'innovations avec ces soldes qui se feront en ligne via une plateforme digitale de socialisation des consommateurs. Grâce à cette plateforme digitale, les opérateurs pourront faire connaître tous les prix soldés et en promo en ligne afin que les consommateurs soient au courant du réel prix avant de passer à l'acte d'achat. À l'étranger, des heurts ont opposé hier à Conakry, en Guinée, des manifestants aux forces de l'ordre lors d'une nouvelle journée de protestation orchestrée par l'opposition. Déclenchée pour réclamer des augmentations de salaire, une grève paralyse depuis le 12 février le secteur de l'éducation. Lors de manifestations quasi quotidiennes, des élèves et leurs parents reprochent au chef de l'État d'avoir laissé le conflit s'enliser. En Sierra Leone, le candidat du principal parti de l'opposition, Julius Maada Bio, a légèrement dévancé celui du parti au pouvoir, Samora Kamara, lors du premier tour de l'élection présidentielle du 7 mars. Maada Bio a obtenu 43,3% des votes valides contre 42,7% pour Samora Kamara. Un second tour aura lieu le 27 mars prochain. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci beaucoup. Merci Maï. 6h43, mesdames et messieurs, partout en Côte d'Ivoire. Et du côté de... Il est quelle heure à Bujumbura? On n'a pas le fuseau horaire. Bon, ce qui est sûr, il fait très tôt. On salue tous ceux qui nous regardent de ce magnifique côté de l'Afrique. Et il y a beaucoup de grandes personnalités dans ce beau pays, de belles civilisations, Swahili, Kirundi, tout ça. Dans quelques instants, vous saurez pourquoi toute cette allusion-là. Ma témoigneur se poursuit pendant ce temps avec notre consultant estampillé écologique qui va nous parler cette fois, Nessie, de déchets électroniques. Effectivement, donc on parlait de valorisation de déchets plastiques. Donc on a vu là l'usine à Yopougon qui brûlait des détritus de plastique afin d'en faire des pavés. Absolument, c'est ça. Alors par contre, il faut préciser, ils ne brûlaient pas les déchets plastiques parce qu'une des pratiques qu'on observe parfois en Côte d'Ivoire, c'est que justement on brûle les déchets plastiques pour en faire, pour les valoriser et malheureusement à ce moment-là vous avez des émanations de gaz qui sont dangereux pour la santé. Là ici c'est une cuisson et un mélange avec le sable et le plastique justement pour qu'il n'y ait pas de danger pour ceux qui travaillent la matière première plastique. D'accord. Et maintenant on va parler de déchets électroniques. Absolument, puisque après les déchets organiques, les déchets plastiques. Une troisième technique de valorisation, ce sont donc les déchets électroniques. C'est la troisième vidéo que nous avons préparée pour aujourd'hui. Et cette vidéo, elle est quand même assez merveilleuse. Moi, c'est ce que j'appelle le génie africain. Elle nous vient du Togo. C'est un exemple qui existe à Wolab. Et ça commence toujours par la même histoire. La première étape pour valoriser un déchet, c'est la phase de collecte. Et vous voyez ici Monsieur Wafat qui s'en va dans une décharge pour récupérer des déchets électroniques. Donc, il va essayer de fabriquer une imprimante 3D. Donc, il va
rentre dans cette décharge, il va identifier quels sont les différents matériaux dont il peut avoir besoin. Et en règle générale, on dit toujours que ces déchets sont extrêmement difficiles à valoriser. Alors que là, vous allez vous rendre compte qu'en récupérant chacun de ces petits éléments, les matières plastiques, les engrenages et toutes les matières filaires, il va s'orienter vers la fabrication d'une imprimante 3D, ce qui est quand même quelque chose d'un très haut niveau de technologie. Et là, vous avez maintenant la phase qui est la phase d'assemblage et de technologie. Le plastique qu'il va utiliser pour faire son imprimante 3D est, entre parenthèses, un plastique recyclé. Donc le principe est simple, on récupère un fil de plastique, on va le faire chauffer et avec ce fil de plastique, on aura une conception ordinateur 3D qui va se mettre en place et vous le voyez ici imprimer donc une carte d'Afrique grâce à la fois à des déchets électroniques recyclés mais aussi grâce à des déchets plastiques qui auront été recyclés. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il a tellement bien réussi son projet qu'il est même maintenant en phase de formation puisqu'il arrive à éduquer, former d'autres personnes sur la valorisation des déchets électroniques. Alors, la seule chose qu'il faille regretter, c'est que là, nous avons un exemple qui est un exemple au Togo. Et moi, j'aimerais bien qu'on arrive un peu à avoir un exemple pareil en Côte d'Ivoire. Et il faut aussi lui souhaiter d'arriver à ce niveau de technologie puisque là, vous avez une véritable imprimante 3D. Vous vous rendez compte ce qu'on peut fabriquer maintenant avec du plastique et des impressions. Et il faut lui souhaiter tout le succès possible pour qu'il puisse arriver à ce niveau-là de technologie. Et de nombreux prix ont déjà été accordés d'ailleurs à cette invention au Togo. Wow. Magnifique. J'espère que cela va servir d'exemple à bon nombre de pays, notamment le nôtre. Absolument. Et n'oublions pas encore une chose, tous nos problèmes de déchets, ce sont peut-être des problèmes, effectivement, mais le plus intéressant pour nous, c'est de partir à la recherche des solutions. Merci beaucoup. On va revenir là-dessus encore sous autres angles la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt et belle émission. Merci beaucoup. Vous avez parlé de beauté, Cédric. Vous avez raison parce qu'il en sera question dans dans une poignée de secondes. Nous avons le grand plaisir de recevoir une icône intemporelle de la musique internationale. Et elle est africaine, elle est belle. Nessie, je sais que votre tension artérielle est en train de monter, c'est normal. Kadjanine est avec nous, mesdames et messieurs. Et ça, vraiment, ça s'applaudit, même nous ne sommes pas nombreux dans ce studio. Bonjour Kadjanine. Bonjour. Comment vous allez? Moi, je suis très heureuse d'être là. Très, même si c'est très tôt matin. Et vous gardez votre beauté. C'est gentil. C'est quoi votre secret? C'est quoi votre secret? La bonne humeur. La bonne humeur. Oui. Il faut refuser les mauvaises vibes, comme on dit, vulgairement ou couramment. Non, je suis vraiment très heureuse d'être là. J'aime la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, vous j'aime les Ivoiriens et ils me le rendent bien. Oui. Donc chaque fois que je viens ici, c'est un bonheur. Vous êtes là à chaque fois que vous êtes sollicité. Vous étiez là l'année dernière, en octobre dernier. Comment vous savez ça? Bah ouais, je vous suis. Je rasais les murs. Oui, je vous ai vu. Vous étiez là lors des manifestations pour le cancer du sein. Exactement. J'étais venue pour le mois d'octobre, qui est le mois de lutte contre, de sensibilisation et de lutte contre le cancer du sein, ce qui est vraiment important. Et oui, je suis venue et puis je suis revenue et je reviendrai encore, je l'espère. Côte d'Ivoire. Et là, vous êtes là pour le marché des arts du spectacle d'Abidjan. Pour ceux qui nous regardent ou ceux d'une autre génération qui n'ont pas connu, sachez que c'est une artiste vraiment magnifique. On l'a connue donc avec de nombreuses vidéos. Et puis, on va se faire un petit plaisir. Christelle Akoussa, qui réalise cette émission également, vous adore. En tout cas, toute la famille, tout le monde vous aime ici. Merci. Spéciale dédicace à Annie. Voilà, elle nous regarde quelque part, vous êtes son idole. Kadjanine, voici ce que ça donne.
Magnifique vidéo, mesdames et messieurs. Il est 6h50 et partout en Côte d'Ivoire et en UTC. C'est Kadjanine qui vous réveille. Si c'est seulement maintenant que vous vous réveillez, nous avons la grâce et le bonheur de la voir sur ce plateau avec ce clip magnifique tourné au Kenya. Kadjanine, vous êtes là en tant que marraine de l'espace Bantou. C'est un espace créé donc, pour donner un peu de visibilité à des artistes vraiment remplis de talent et de promesses. C'est-à-dire que au niveau culturel, toute l'Afrique n'est pas logée, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Je pense qu'en Afrique de l'Ouest, vous êtes beaucoup plus loin, beaucoup mieux soutenu. Il y a beaucoup d'espaces culturels où les artistes peuvent s'exprimer. Et tandis qu'en Afrique centrale, les festivals, les espaces culturels disparaissent les uns après les autres. Il n'y a plus grand-chose. Donc Tony Mefe, que je pense que vous avez reçu ici, a eu cette idée de réunir ces artistes, d'essayer de les porter. Ils viennent du Cameroun, du Tchad, du Congo, du Gabon, toute cette partie de l'Afrique qui culturellement est oubliée. Mais en même temps, ça me donne envie je profite de ce moment pour appeler nos dirigeants qu'aujourd'hui dans le monde, l'industrie culturelle, c'est devenu une industrie. Par exemple, la musique. La musique est une véritable industrie qui génère vraiment des profits énormes qui se chiffrent en centaines de millions. Donc j'aimerais de dollars, je dis bien, ou d'euros. J'aimerais qu'ils prennent conscience que c'est un vrai business. Ils ne doivent pas nous aimer. Nous sommes au-delà, nous sommes plus que du divertissement. Nous sommes vraiment un poids économique important dans un pays. Par exemple, la mode, pour ne parler que de la mode en France, pour vous donner un chiffre auquel je n'ai pas cru, l'industrie de la mode aujourd'hui, en France seulement, est plus grande que l'industrie aéronautique et automobile réunie. Wow. C'est-à-dire qu'elle représente à peu près 150 milliards d'euros. Et ça, c'est possible. Chez nous, on n'est plus au niveau du tailleur du quartier, on n'est plus au niveau du musicien qui vient jouer dans un mariage. C'est une industrie et il faut en tenir compte, autant que toutes les autres industries dans les pays. Et c'est vraiment ça que j'aimerais que nos dirigeants comprennent. C'est un vrai business, mais qui nous soutiennent. Mais qui ne nous soutiennent pas en tant qu'artistes, qui nous soutiennent en tant qu'une industrie qui va rapporter quelque chose au pays, sans compter que nous, les artistes, on est les meilleurs ambassadeurs du monde pour notre continent. Et c'est pour cela que vous avez arrêté la musique, pour accompagner les jeunes talents? Pas que. J'ai arrêté la musique parce que je considère qu'on n'a qu'une vie pour vivre toutes les autres. Absolument. Donc j'essaie de vivre toutes les autres. Et je vis 6 mois par an dans un petit village, quelque part au cœur de l'Afrique, je ne vous dirai pas où. Je sais. Vu que vous ne voulez pas dire, je ne dirai pas également. Et avec, voilà, j'apprends tous les jours. Comment on dit bonjour en Kirundi? Mwaramutse. Mwaramutse neza. Et en Swahili, c'est Salama kwenye wote. Mimi ni Kadjanine. Et à côté de tout cela, vous êtes ambassadrice de la paix dans votre pays, le Burundi. J'aimerais être ambassadrice de la paix. Je me bats justement pour qu'on ne rentre pas dans la guerre. On retient des cas de fer. Vous êtes très engagé, hein, ça. C'est-à-dire, je pense que aucune petite fille, aucun petit garçon ne se dit quand il est petit, quand je serai grande, je serai résistante. Ça n'existe pas. La résistance, elle vient à vous, et où vous la prenez, ou vous la refusez, mais elle vous happe. Et quand on a des grandes difficultés en ce moment au Burundi, mais des difficultés, c'est-à-dire qu'on tue, on torture, on emprisonne, etc. Je ne vais pas parler de ça le matin parce que les gens n'ont pas envie de parler de ça. Le matin, quand on vous voit à l'antenne... Le matin, c'est de bonne humeur, voilà. Mais c'est dur. Et voici l'une des plus belles chansons du monde, mesdames et messieurs. Et je pèse mes mots. On y va. Wanaitika tuvile wale watu naimba takama wanalala njala tuvile kila siku kila siku
Depuis qu'elle a 7 ans, mesdames et messieurs, depuis qu'elle a 7 ans, elle chante dans la chorale de son école et de la cathédrale de sa ville, Bujumbura. Et depuis, l'aventure continue et elle a vraiment voyagé. C'est l'une des femmes ayant le plus voyagé parmi les artistes donc, au niveau de notre continent. Et c'est toujours un grand plaisir d'avoir une personne qui a une nature plurielle parce qu'au-delà de sa beauté, de sa bonté, c'est une dame engagée aussi dans le social à travers donc, une mission médicale. Vous serez à Yamoussoukro où vous allez essayer de conscientiser les personnes sur les problèmes de vue. C'est-à-dire que demain, j'avais le choix. J'ai réussi à récolter quelques argent pour faire des missions humanitaires au niveau des yeux. Et j'ai choisi la Côte d'Ivoire de nouveau pour les mêmes raisons, pour leur rendre tout l'amour qu'ils m'ont donné et qu'ils continuent à me donner. Et donc demain, je pars à Yamoussoukro voir si la faisabilité de ce projet. Je reviens avec des médecins, une ONG belge qui s'appelle See and Smile, qui vont dans le monde entier opérer. Alors j'ai demandé de m'accompagner. Là, je vais à Yamoussoukro pour voir la faisabilité du projet. Et si tout va bien, nous reviendrons à la fin de l'année, au début de l'année prochaine, pour soigner à peu près en 15 jours 2000-2500 personnes, c'est-à-dire les opérations des yeux, les lunettes et les dents. Ah oui, c'est important parce que quand on ne voit pas, parce que vous connaissez, dans toute l'Afrique, au feu rouge, il y a des mendiants aveugles. Ça, c'est une chose. Mais moi, ce qui me fend le cœur, c'est le petit garçon ou la petite fille qui est à côté et qui mendie avec lui, qui l'emmène partout. Et j'aimerais diminuer ces enfants qui sont dans la rue et qui deviennent des mendiants obligatoires parce qu'ils sont leurs yeux. Et puis les parents aussi, une maman qui ne voit pas, c'est une famille qui s'effondre. Un papa qui ne voit pas, c'est une famille qui s'effondre. Donc j'espère qu'on pourra le faire. J'espère qu'on pourra le faire en Côte d'Ivoire. Parce que tout est là. J'ai les médecins, j'ai les moyens. J'espère qu'on aura la possibilité de le faire. Alors, Kadianine, vous êtes très engagée aux côtés des jeunes, également dans le social. Qu'est-ce qu'on doit retenir de vous? Oula, je ne sais pas ce qu'on doit retenir. Un peu... Non, parlons des jeunes plutôt. Je pense que, comme vous l'avez vu dans votre reportage sur les déchets, celui qui fabrique l'imprimante 3D, je pense que l'Afrique des matières premières a fait place à l'Afrique des matières grises. Notre jeunesse est très instruite, notre jeunesse est très forte et elle est, Dieu merci, aidée par les nouvelles technologies, c'est-à-dire que ça nécessite moins de moyens, même pour la musique. Avant, quand nous on enregistrait des albums, c'était 1 000 € par jour de studio. Aujourd'hui, Stromae, dans sa chambre d'adolescent, avec ses 2 doigts, il vous fait des tubes mondiaux. Donc tout ça pour dire que cette jeunesse, il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte parce que moi j'entends des voix qui s'élèvent sur l'esclavage en Libye. Ok, très bien, c'est horrible, c'est affreux. D'ailleurs, je trouve que tout le monde se réveille un peu tard parce que ça ne datait pas d'hier. Mais surtout, ce n'est pas l'esclavage, c'est pourquoi ils partent. C'est sur leur chemin du départ qu'ils rencontrent l'esclavage. Le vrai problème, c'est le pourquoi ils quittent, alors qu'ils n'ont pas envie. Vous savez, je suis allée en Italie, en Sicile, rencontrer les jeunes migrants africains. J'ai fait un petit film que j'aurais pu vous amener d'ailleurs, de 5 minutes, où il y a des jeunes... Je suis allée à la rencontre des mineurs qui ont traversé seuls. Tous disent, on vient chercher un peu la vie, essayer d'étudier un peu, nous construire un peu, et retourner au pays. C'est-à-dire qu'ils partent la mort dans l'âme. Parce qu'ils n'ont pas, parce que tout est fermé, il n'y a pas d'issue pour eux. Donc ils vont chercher dans l'espoir de rentrer. Et moi, je pense qu'il faut vraiment qu'aujourd'hui, cette jeunesse est une bombe à retardement, aussi bien pour l'Afrique que pour l'Occident. Aujourd'hui, en Occident, les extrêmes sont en train de gagner à cause de l'immigration. Et ça fait peur. Ça fait peur. On va revenir à vous tout à l'heure, mesdames et messieurs. C'est la première fois de ma carrière que je lance la publicité à contre-cœur. Pourtant, c'est ça qui nous fait manger. Parce que je voulais vous garder. Allez, la pub, on revient tout juste après pour quelques bonheurs en plus avec Kadianine. FIA! Du 2 au 13 mai 2018 aura lieu la 4e édition de la Foire internationale d'Abidjan au Palais de la Culture de Treichville avec pour thème la sécurité, un facteur de croissance économique. Institutions, opérateurs économiques, ne ratez pas ce rendez-vous commercial, culturel, touristique et social. Contact le 22 42 59 84, le 09 18 18 99. La Foire internationale d'Abidjan, notre rendez-vous économique, FIA!
Retour sur le plateau avec Madame Kadjanine. C'est toujours un plaisir de la voir. Et franchement, Nessie et moi, on est en train de lutter les selfies. Vous aurez toutes les photos et tout ça, c'est encadré bien sûr par la rédactrice en chef. Vous aurez toutes les photos sur Facebook avec Diane Tiama. Et puis, il ne faudrait pas oublier la réalisatrice en haut. Elle aussi, elle vous estime beaucoup. Ouais, toute l'équipe, toute la RTU. Elle est au ciel. Elle vous reprend. Allez, merci Kadjanine. Merci beaucoup. Mais merci à du fond vous. du cœur, merci d'avoir accepté l'invitation. Je reviendrai avec mon équipe médicale si ça se fait. Avec plaisir. Je reviendrai vous voir. On fera une émission de 90 minutes. Ah non, je vous emporterai avec moi en mission. Comme ça, vous aurez un reportage. Ah oui. Vous voyez comme je forme bien l'affaire. Oui. merci beaucoup. Infiniment. Et comment on dit merci en Kirundi? Murakodze. Murakodze. Et en Swahili, c'est Asante sana. Asante sana. Murakodze, Asante sana. Kwaheri. Est-ce que je peux réaliser un rêve pour faire un bisou? Bah, évidemment, moi je refuse que les coups de bâton. Merci beaucoup. Merci à vous. Nessie, ne soyez pas jalouse, j'ai la bonne place aujourd'hui. Ah bah oui, vous avez la bonne place. La suite, Nessie. Bah oui, elle est bien installée, toute radieuse comme toujours. Ah, Oui, elle madame, également, oui, elle veut son selfie. Non, pas ça, avec un bisou. D'accord. Donc avec elle... C'est notre spécialiste de famille dans notre émission. On a des thèmes chaque jour. Elle parle de famille. Vous allez avoir l'occasion de l'écouter. On a beaucoup de choses à se dire. Moi, j'aime beaucoup ça. D'accord. C'est la base de tout. Hein. Et avec elle, on parlera de peut-on vivre avec ou sans famille. Ça sera bien sûr après l'élément explicatif. La famille, au sens restreint, représente des personnes apparentées vivant sous le même toit, et spécialement le père, la mère et les enfants. Un lien aux multiples définitions. La famille, pour moi, c'est la cellule de base de la société qui comprend monsieur, madame et les enfants. La famille, c'est le ciment de toute action humaine. Donc, tout individu est issu d'une famille. Et cela, c'est la vision de Dieu qui nous dit qui a créé la famille. Avoir le sens de la famille, on l'a ou on ne l'a pas. La famille peut donc être vue comme la chose la plus importante pour certains, alors qu'elle sera un poids pour d'autres. Oui, on peut vivre sans sa famille. Parce que aujourd'hui, il y en a qui partent de leur famille pour aller faire des études à l'étranger. Ils vivent bien là-bas. Quand on est loin de la famille, on peut être épanoui si on a les moyens de vivre dignement. Mais si on n'a pas les moyens, c'est difficile d'être épanoui. C'est très difficile. Voilà, on peut vivre sans la famille parce qu'ici en Afrique, souvent la famille même cause problème. Je vais du côté spirituel sur tous les plans. Voilà, c'est pourquoi par ailleurs d'autres se sentent mieux seuls, sans famille, sans papa ni maman, parce qu'ils trouvent que c'est encombrant, ils trouvent que ces personnes-là s'opposent à leur réussite. Il est dit populairement que le sang est plus épais que l'eau, juste pour dire que les liens entre les membres d'une famille sont beaucoup plus forts que ceux établis avec des étrangers. Partant de ce constat, les liens et l'esprit de famille se créent avec son lot de retrouvailles, de joie partagée. C'est grâce à la famille qu'aujourd'hui, tu vis où tu es. Sans la famille, là, tu n'es pas la vie. C'est eux qui t'ont mis au monde, ils sont comme tes premiers dieux sur la terre. Quand on est loin de la famille, on n'est pas épanoui. Selon moi, je pense qu'on ne peut pas vivre sans famille. On ne peut pas vivre sans famille, on ne peut pas vivre sans l'aide des autres. En tout cas, on ne peut pas vivre sans les autres. Vivre sans les autres, c'est se sentir, c'est rester seul, se sentir isolé dans un endroit, sans l'aide des gens, des autres. La famille apporte beaucoup de choses à une personne. Voilà. Vivre en famille, c'est vivre au fait dans la joie, dans l'harmonie. Il est vrai que la famille est souvent idéalisée et pourtant ce noyau n'est jamais un espace sans conflit. À l'instar du couple, la famille est également remplie de contradictions. Il s'agit d'une petite société humaine dans laquelle les pensées nobles et les passions négatives sont agitées en même temps.
Peut-on vivre sans sa famille? Mesdames et messieurs, nous attendons vos questions, bien sûr, à travers notre page Facebook, notre Messenger, et aussi notre Instagram, Twitter. Merci en tout cas d'être fidèles à ce rendez-vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Nous en sommes fiers. Madame Bernadette Assou-Nguessan, bonjour. Bonjour. Alors, quand on parle de famille, c'est déjà le cadre global de votre intervention ici. Mais aujourd'hui, on parle de vivre sans sa famille. Qu'est-ce que ça implique concrètement? C'est quoi vivre sans sa famille? Vivre sans sa famille, c'est à l'extérieur, loin de sa famille. Étant entendu que nous pouvons parler de famille comme une communauté de personnes qui sont réunies par un lien de parenté. C'est cela la famille. Donc vivre sans cette famille-là, ça veut dire que dans l'environnement dans lequel je suis, dans l'environnement dans lequel je me développe, dans l'environnement dans lequel je travaille peut-être, je n'ai pas de lien de parenté avec les personnes qui sont avec moi. Et donc, est-ce que cela est possible? Cela est possible si nous pensons famille au sens strict de lien de parenté, mais il y a plusieurs catégories de familles, il y a plusieurs types de familles et nous allons avancer, nous allons voir ce que c'est. Alors, qu'est-ce qui pourrait être les raisons d'une vie sans famille? Alors, les raisons d'une vie sans famille, ça peut être déjà la chose la plus dramatique, c'est donc le décès de ces personnes, des personnes qui constituent la famille. Mais en Afrique, nous disons qu'il n'est pas possible ou il est extrêmement rare de voir un individu qui n'a pas de famille. Parce que la famille africaine, elle est beaucoup plus élargie. Disons que nous avons plusieurs types de familles. La famille nucléaire, donc c'est le père, la mère, les enfants. Mais il y a en Afrique beaucoup plus de familles élargies. Élargies, donc ça veut dire en plus de père et de la mère, on y ajoute les cousins, on y ajoute les tantes, on y ajoute les grands-parents et tout cela, et même des personnes du village et tout cela. Et donc, il n'est pas possible de véritablement se retrouver sans famille, mais la chose la plus dramatique qui puisse arriver pour qu'un individu ne vive pas avec les membres de sa famille, c'est la mort. Si la mort est survenue et que les parents ne sont plus là, que d'autres membres de la famille ne sont pas là, oui, ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Ça peut être pour des raisons de travail, de service. Cette personne a été donc enlevée loin des membres de sa famille, donc elle peut ne pas vivre sans sa famille. Ça peut être aussi pour l'enfant ou pour l'individu même. Si c'est un adulte, ça peut être pour le travail, mais pour un enfant, ça peut être pour des raisons de scolarité. Dans nos villages, il n'y a pas toujours des établissements scolaires. Donc, l'enfant, déjà à l'école primaire, est séparé de ses parents, de sa famille. Mais ça peut être juste peut-être parce qu'on a une situation conflictuelle donc, avec les membres de la famille. Et donc, pour cette raison-là, on décide de s'éloigner de la famille pour avoir peut-être une vie plus paisible, une vie plus harmonieuse, ou alors on est complètement éjecté de la famille parce qu'on est un élément dangereux, perturbateur de la famille. Et donc la famille vous rejette parce que vous ne répondez pas aux valeurs, vous ne respectez pas les normes déterminées par la famille. Est-ce que vivre sans sa famille nous rend plus vulnérables? Ça peut rendre, oui, sans la famille. Alors, je voudrais qu'on puisse préciser, hein, il n'est véritablement pas possible de vivre sans famille. Alors, s'il s'agit des liens de parenté, donc père-mère, ou les liens de sang, comme nous le disons tantôt, cette famille-là, elle peut être loin, mais comme nous disons, il n'est pas possible qu'une personne soit sans famille. Quand il n'y a pas la famille au sens premier, il y a toujours une famille de substitution. Donc, il y a toutes les familles de substitution qui peuvent exister et donc qui peuvent permettre donc à l'enfant de rester dans cette famille-là. Mais effectivement, vivre sans
les personnes avec lesquelles nous avons des liens de parenté peuvent avoir une influence négative sur le développement affectif. L'enfant qui est à l'internat à l'intérieur, oui. le monsieur qui est en fonction à l'extérieur, qui travaille à l'extérieur. Tout à fait. Tout ça, ça peut avoir... Oui, ça a des répercussions très, très, très douloureuses. Parce que vivre en institution, il y a ce qu'on appelle les carences de l'enfant qui vit en institution. Nous pouvons aller même plus loin. L'internat encore, il y a ce qu'on peut revenir de temps en temps pendant les congés, avoir des visites et autres et tout cela par rapport à l'organisation des internats. Mais nous allons prendre le cas extrême de l'enfant qui est orphelin, donc qui vit en institution. Il y a les carences dues à la vie dans une institution, à la vie du fait qu'on n'est pas avec les personnes de lien de parenté avec ces personnes-là. Non, on ne peut pas véritablement vivre sans ses parents. Donc, pour restreindre la famille aux parents, pour qu'on fasse bien la différence. Parce que quand on parle de famille, il y a plusieurs types de familles. Et donc, je voudrais plutôt restreindre aux parents pour bien comprendre que la vie sans les parents, véritablement, que ce soit les parents géniteurs ou les parents de substitution, la vie sans les parents, c'est vraiment préjudiciable pour tout individu. On a énoncé plus ou moins les raisons qui pourraient faire qu'on pourrait vivre sans nos parents, notamment ceux qui sont à l'internat, les parents qui sont à l'extérieur. Mais il y en a qui décident de vivre sans leurs parents. Qu'est-ce qui pourrait être les raisons qui... Oui, nous disions tantôt que ça peut être parce que cette personne-là se sent pas à l'aise avec les membres de sa famille ou dans la famille dans laquelle elle est. Et donc, elle se dit, mais pour mieux vivre, pour avoir de la paix, pour avoir une tranquillité ou pouvoir peut-être m'épanouir un peu plus, je préfère m'éloigner des membres de ma famille. Et donc, je m'éloigne de ces personnes-là pour m'épanouir comme il faut. Mais ça peut être à l'inverse, hein, que ce n'est pas l'individu qui décide de partir de la famille. Mais la famille peut décider, à cause du comportement qui ne donne pas l'honneur, parce que nous sommes des Africains et particulièrement des Ivoiriens, nous tenons véritablement, et tout individu doit pouvoir tenir à son honneur et toute organisation doit pouvoir tenir à son honneur. Donc l'élément qui ne valorise pas ou qui ne fait pas revenir l'honneur à la famille, qui envoie que des problèmes, que des... Le mouton noir. Voilà, ou la vache galeuse et tout cela. La famille peut décider, donc, pour la cohésion de la famille, pour l'harmonie de la famille, pour l'honneur de la famille, décider donc de mettre hors de la famille cette personne-là. Voilà. Voilà. On a un témoignage. Je suis footballeur professionnel, donc du côté de la Géorgie, ivoirien. J'ai quitté mon Adjamé natal et j'ai senti ce qu'on appelle vraiment la famille lorsque je me suis retrouvé seul à aller aux entraînements, à tel point que mon équipe a demandé si je n'avais pas besoin qu'un membre de ma famille vienne me rejoindre. Ça montre un peu l'importance de la dimension familiale. Ah oui. Et encore que dans cet exemple-là, ce jeune homme part d'une famille africaine très affectueuse, très protectrice et tout cela. Véritablement, on ne manque jamais de parents quand on est en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Une tontille, qui a une épaule secourable. Absolument. Et donc, quitte ce cocon familial, protecteur, sécurisant et tout ça, et se retrouve en Occident où ce n'est pas les mêmes valeurs du tout. Ce n'est pas les mêmes valeurs familiales, ce n'est pas les mêmes valeurs. À 18 ans, on te dit, bon, tu as 18 ans, tu dois sortir, tu dois pouvoir vivre ta vie. Et donc, j'imagine ce qu'a été son drame à lui. D'abord, l'éloignement. Le climat à gérer. Le climat à gérer et l'environnement social qui n'est pas la même. Et donc, là-bas, tu es parti pour travailler, tu as tes coéquipiers et puis basta. Et c'est parce que, justement, son rendement, on s'en est trouvé véritablement affecté que les dirigeants ont voulu faire venir un membre de sa famille. Mais imaginez quelqu'un qui va pour faire des études. Un enfant qui va pour faire des études universitaires ou même au niveau primaire ou pour une recherche, qui s'en va pour des études. Qui va se soucier de savoir que ces études ne marchent pas parce que sa famille n'est pas là? Vous êtes nombreux dans une salle. Vous êtes nombreux dans une salle. Et puis, c'est pas à eux de s'occuper de ces choses-là. Vous ne travaillez pas, à moins qu'ils aient un regard
plus poussée pour dire que certainement, du fait d'être expatrié, pour quelles raisons on a institué au niveau des expatriés des primes, un certain nombre de choses, un certain nombre de choses pour leur faciliter la vie et puis faire en sorte qu'à un moment donné, il y ait le break pour que cette personne se retrouve avec des personnes de sa famille. Est-ce que le bon côté, Madame Guessin, est-ce que le bon côté, c'est pas que ça nous forme aussi psychologiquement? Le fait d'être loin de sa famille, est-ce que c'est pas un peu l'épreuve du feu pour acquérir d'autres forces psychologiques, peut-être? Oui, c'est pourquoi pour toute séparation ou toute absence, tout éloignement de la famille doit être sérieusement préparé. Cela doit être sérieusement préparé et s'assurer qu'il y a une famille de substitution là où la personne atterrit. Et quand c'est bien préparé, la personne c'est vrai que je n'ai plus ma mère avec moi, je n'ai plus mon père avec moi, mes soeurs et mes frères avec moi, tous ceux qui composaient donc mon environnement immédiat, mais je retrouve une autre famille de substitution où j'aurai un frère, une sœur, une maman ou une tata, une certaine recomposition de cette famille qu'on quitte momentanément. Et la chose est préparée. Il y a un objectif à atteindre. C'est certainement parce qu'il faut ramener quelque chose de meilleur pour être meilleur. Et donc, on est suffisamment préparé à cette séparation-là. Et en partant, donc, on part dans ses bagages avec le maximum de confiance, avec le maximum d'affection, avec tout. Et aujourd'hui, les choses sont moins compliquées parce qu'avec tout ce qu'il y a comme potentialité de communication, nous pouvons donc être en relation en permanence avec les personnes que nous avons laissées. Si tant est que le fait de les avoir quittés est difficile à supporter, dans un premier temps, on reste en contact téléphonique avec tout ce que les technologies de la communication offrent. Mais effectivement, ça peut être, donc, quand c'est si bien préparé, ça veut dire que c'est pour un objectif, c'est une étape. Dans le développement normal de l'enfant, il y a toujours des séparations. On parle de l'enfant qui est au sein. À un moment donné, il se sépare du sein. C'est le sevrage. C'est un moment difficile pour l'enfant et difficile pour la mère aussi. Donc, cet enfant-là va subir dans son développement psycho-affectif plusieurs étapes de séparation. Donc, l'enfant sera plus ou moins préparé à faire des séparations, à commencer à se reconstruire sans un certain nombre d'éléments. Quand cet enfant dans une famille harmonieuse, a passé ces différents moments de séparation, qui n'en sont pas véritablement, mais on perd toujours quelque chose. Quand on perd le sein, c'est terrible. Et donc, cet enfant est habitué, plus ou moins, il sait ce que c'est que la séparation, c'est quelque chose de constructif, c'est quelque chose de positif, il est entouré, il n'est pas délaissé. Donc, cet enfant-là va accepter, va comprendre la nécessité donc d'être séparé un tant soit peu de la famille. Mais quand ça se passe, la séparation se passe sur le fond du conflit, que ce soit l'enfant qui décide de partir de sa famille parce qu'il ne se sent pas bien ou que ce soit la famille qui l'éjecte. Quand ça se passe dans ces conditions-là, ce n'est pas préparé. J'atterris où? Dans quelle famille? Dans quel milieu? Et généralement, quand ça se passe ainsi, quand c'est un enfant qui décide de partir de la famille ou qui a été éjecté de la famille et donc qui se retrouve à l'extérieur, automatiquement, il reconstitue une famille. Donc, les bandes que nous voyons qui se constituent sont des familles pour les éléments de cette bande-là. Et il y a plusieurs répercussions sur l'enfant. Naturellement. Quand vous quittez le cocon familial et que vous arrivez dans un environnement nouveau qui peut être très hostile, il faut réapprendre à vivre. Et avec quelles ressources? Vous êtes coupé de toutes ressources. Parfois, les enfants se retrouvent sans pouvoir manger, sans pouvoir... les besoins fondamentaux primaires de cette personne-là s'en trouvent bafoués. Qui va les assurer? C'est la famille qui doit les assurer, puisque la famille a un rôle d'éducation, de protection et tout cela. Et donc, si la famille n'est pas là, l'enfant qui se retrouve donc éjecté ou projeté dans la vie sans tout cela, généralement sans argent, et même si on a pu mettre de l'argent de côté ou subtiliser de l'argent quelque part, à un moment donné, cet argent finit.
Parce qu'on se retrouve dans un environnement où les choses ne sont pas, on ne vous attend pas, on ne vous gardera pas à manger parce que vous êtes sorti, vous rentrez tard, vous n'avez même pas où dormir. Vous faites comment? Les répercussions sont énormes et sont graves. Donc, ce sont ces personnes-là qui vont se retrouver à sortir donc, de la norme sociale et qu'on qualifie de tous les délinquants ou de tous les noms qu'on peut leur attribuer. Et on vit en société, nous sommes dans une société africaine. Est-ce que la société traditionnelle n'a pas un rôle à jouer quand un enfant se sent rejeté, délaissé et qui se retrouve dehors? Alors, pas pour dire que c'était complètement idéal, que c'était parfait au niveau de la société africaine traditionnelle, mais ces cas étaient moins fréquents. Un enfant qui a un problème avec sa famille ou une famille qui a un problème avec un enfant, en dehors de la famille donc, déjà assez élargie avec les oncles, les tantes et tout ça qui peuvent intervenir, s'il n'y a pas moyen de régler la question, l'enfant va dans une autre famille, on l'envoie chez les cousins qui sont dans le village à côté, on l'envoie... Mais toujours, la solution est là, de prendre cet enfant-là et de le mettre dans un autre environnement où il va apprendre. Généralement, on l'enlève du milieu familial quand on voit que sa conduite ne va pas et qu'on n'arrive pas à le régler. On l'envoie dans une autre famille où il va apprendre d'autres règles et il va bien se rendre compte que j'étais bien chez moi. Ce que mes parents exigeaient de moi, c'était bien peu de choses par rapport à ce que je viens subir ici. Mais ça, c'est avec la complicité des parents. Quand on l'envoie dans une autre famille, on explique bien que c'est pour le redresser, c'est pour tel comportement, c'est pour un certain nombre de choses. Donc la famille d'accueil qui va le recevoir, s'est préparée donc à le mettre dans les conditions pour corriger ce qu'on lui reproche pour qu'il puisse revenir à la famille. Okay. Et voilà comment les choses étaient organisées. On ne laissait pas comme ça oisif un enfant ou même une personne malade, parce que l'éloignement aussi peut être causé par une personne qui est complètement malade et qui ne se retrouve pas et donc qui perd ses repères et qui est parti, qu'on recherche, qu'on ne retrouve pas. Alors, Madame Guesson, il y a deux préoccupations donc, de téléspectateurs différents. Monsieur Touré Vamoussa à Daloa qui dit « Moi, je suis très heureux ». Qui est de Daloa, qui dit « Je suis très heureux d'être loin de ma famille parce que c'est un nid à problème, entre guillemets. Enfin. C'est un nid à problème. Plus loin je suis, mieux je me sens parce qu'il y a trop de soucis à régler, il y a trop de problèmes. Et il y a M. David Sia qui lui dit « J'ai accompagné ma fille à l'école pour la première fois. Je pensais qu'elle allait pleurer, du style me montrer que la famille allait lui manquer. Mais à mon grand étonnement, elle se sent plus à l'aise à l'école qu'à la maison. » Voilà deux cas. Oui, les deux cas se ressemblent, puisque si la fille se sent plus à l'aise à l'école qu'à la maison, ça veut dire qu'au niveau de la famille, elle n'est pas donc différente de la famille de M. Touré qui dit « Loin de cette famille, mieux je me porte, il y a trop de préoccupations ». Effectivement, il y a des familles qui peuvent être très étouffantes. Elles peuvent être très étouffantes. Et donc, comme nous disions tout à l'heure, pour son bien-être, pour se sentir bien, on s'éloigne tant soit peu. Mais l'éloignement ne veut pas dire qu'on a rompu tous les liens. Parce que la famille, c'est des liens de parenté. On peut sortir de la famille, mais ne pas rompre les liens de famille. Donc, M. Touré, ce qu'il a fait, c'est de sortir un tant soit peu de cette famille-là, mais les liens ne sont pas rompus. Si les liens sont rompus, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très grave qui a dû se passer dans la famille et pour laquelle il faut trouver une solution. Parce qu'indéfiniment, on ne peut pas rester loin de sa famille. Et même si on pense que là où nous sommes bien, à un moment donné, on aura besoin de cette famille. Et même si ce n'est pas extraordinaire, on arrive à ne pas avoir besoin de sa famille, ça veut dire que là où nous nous sommes reconstitués une famille dans laquelle on se sent bien. Et si vivre sans famille, c'était finalement vivre dans une famille, être entouré et se sentir seul? Absolument. Cela aussi est tout à fait réel de ce que nous pouvons être en famille, vivre, être entouré de beaucoup de personnes, mais être tout à fait dans sa solitude absolue du fait qu'il y a une incompréhension ou un malaise profond à l'intérieur de nous-mêmes et qui fait que la relation avec l'autre, la relation aux autres devient complètement difficile. Si nous n'avons pas eu dès la prime enfance une relation très affectueuse, la mère n'a pas su donner l'amour nécessaire et tout cela, mais je suis dans la famille, je me développe dans la famille, je fais mes études dans la famille, mais à la vérité, je suis une personne tout à fait solitaire et cela s'en ressentira avec
son comportement à l'extérieur. Ça sera donc un enfant ou une personne qui, à l'extérieur, va automatiquement se reconstituer une famille. Tel ami deviendra la sœur, tel ami deviendra la mère, tel ami deviendra ainsi de suite. C'est dans nos gènes. L'être humain ne peut vivre sans un autre être humain qui qualifie de père, de mère ou de frère. Donc, quel que soit l'endroit où nous sommes, nous allons nous reconstituer cette famille-là. Elle peut être réelle avec des personnes vivantes réelles, comme de façon juste virtuelle, de façon imaginaire. Et donc, c'est montrer l'importance de la famille, des liens de parenté que nous pouvons avoir avec les individus. Faisons tout pour conserver ce que nous avons, parce que nous pensons toujours que dans la famille de l'autre, c'est mieux. Mais ceux qui sont dans la famille aussi se plaignent de cette famille-là. Donc, tant qu'à faire, regardons notre famille avec les meilleurs yeux, et c'est là qu'on peut avoir le meilleur amour. Car rien ne peut se substituer véritablement à l'amour d'un père ou d'une mère, d'une sœur ou d'un frère, la famille nucléaire. Et si ceux qui ont choisi des familles en dehors de leur famille biologique, est-ce que ces personnes-là n'ont pas des difficultés à eux-mêmes fonder, disons, à elles-mêmes fonder leur propre famille? Ça fait partie des répercussions. Quelle est la raison pour laquelle vous êtes sorti de la famille? À un moment donné, tout être humain doit sortir de la famille. Quand j'ai 25 ans, 26 ans, 28 ans, je ne reste pas en famille. J'ai eu le temps de finir mes études, je travaille, donc je prends ma maison, je vais me fonder ma famille. Et c'est ainsi de suite ce qui a été prescrit par Dieu, que cela doit se perpétuer pour que la race humaine ne disparaisse pas. Donc, si à un moment donné, il y a une situation qui fait que je suis sortie de la famille, quelle est l'origine de cette situation? Il faut la régler. Il faut trouver des solutions, la régler et pouvoir sortir de façon moins blessée. Parce que toutes les blessures intérieures que nous subissons dans les familles conditionnent nos vies après. L'individu que nous sommes dans la famille, dans la société, demain, est conditionné par l'ensemble des blessures intérieures, résolues ou non résolues, soignées ou non soignées, que j'ai subies dans mon développement. Et quelles pourraient être les conséquences dans la société? Mais nous voyons malheureusement toutes ces personnes que nous appelons les enfants, on dit les enfants de la rue, mais là, à quel moment la rue peut être enceinte pour donner un enfant? Ce sont les enfants qui vivent dans la rue. Donc, il y a tout ce phénomène des enfants qui sont des enfants et même maintenant d'autres personnes qui vivent dans la rue. Donc, c'est cela. Sous nos cieux, ici, nous n'allons pas avoir de personnes sans domicile fixe, mais ailleurs, ce sont des adultes qu'on appelle les sans domicile fixe. Et donc, autant de choses qui sont préjudiciables pour la société. Une société avec cette image de personnes dans la rue qui n'ont pas de maison, qu'est-ce qu'elle peut enseigner? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que cette société est malade. Et donc, il y a des choses à faire. Il y a donc à revoir le système des familles, la vie, la reconstitution des familles pour que la société s'en porte mieux. C'est le début de la famille, c'est la société. Et donc, si la famille se porte bien, la société s'en trouvera mieux. Merci beaucoup. Je vous en prie. Messi, merci. Ben oui, ce fut un plaisir. Un plaisir de vous avoir. Avec vous l'importance de la famille. La famille. Vous l'avez dit, il faut être en famille, rester en famille pour être soi-même fort, et avoir une société forte. Oui, parce que la famille, justement, est le socle de toute société moderne. Et vraiment, c'est aussi sa force. Merci d'être resté en notre compagnie. Et si on terminait donc avec cette citation, parce qu'on a eu, c'est vrai, on a parlé de famille pour terminer, mais on a eu beaucoup d'élégance, beaucoup de candeur, de grâce et de frénésie sur ce plateau. Et pour paraphraser donc Givenchy, Hubert de Givenchy, qui est décédé donc hier, le secret de l'élégance, c'est d'avoir l'air de soi-même. Restez toujours vous-même. Bonne journée sur RTI. Merci.